Martinique Actualité. L'Agence de sécurité du médicament met en garde contre certains médicaments qui sont vendus sans prescription dans les pharmacies et qui ont pour fonction de désencombrer le nez. 8 produits sont visés, parmi lesquels l'actifette jour et nuit, le Dolirum, l'Umex, le Nurofen, le Rinadvil ou encore l'ibuprofène. Ces médicaments ne représentent selon les pharmaciens que 5% du marché local. On peut bien entendu espérer que les pharmaciens martiniquais renoncent à les vendre. C'est le plus simple. Tout en indiquant aux patients qu'ils peuvent utiliser des plantes naturelles qui vont avoir le même effet. Moringa, atumo, zèbre à pic, basilic, cannelle, thym, orange, miel. Au lendemain de la pandémie de Covid-19, l'année 2023 est plutôt une bonne année en Martinique pour le tourisme. Avec notamment une progression de 4,3% des touristes de séjour par rapport à 2022. Plus de 420 000 touristes ont séjourné dans notre pays. Ces chiffres ont été rappelés lors de la conférence de presse donnée par le comité martiniquais du tourisme. À cette occasion, la conseillère exécutive Bénédicte Di Geronimo a présenté les projets de cette structure qu'elle préside. L'objectif étant double, conquérir de nouveaux marchés et attirer les touristes dans notre pays pendant toute l'année et non pas seulement à l'occasion de la saison touristique. Plusieurs atouts pour gagner ce parti sont relevés par le CMT et l'économie bleue, soleil, mer, plage, ciel bleu, le tourisme de nature, la gastronomie, le spiritourisme et le tourisme mémoriel. Le CMT fait observer que 70% des touristes qui visitent la Martinique viennent de France. Il lui paraît important d'aller chercher ailleurs et notamment au Canada. À ce propos, il se félicite qu'une ligne aérienne va s'ouvrir le 16 décembre avec Toronto. C'est à la salle des fêtes de Fontboucher dans la commune de Bellefontaine que la 97e centenaire de Martinique, Aurélie Amable, a fêté ses 100 ans hier, le 23 octobre. Elle a été entourée par une famille particulièrement nombreuse. Il est vrai que 7 de ses enfants lui ont donné 30 arrière-petits-enfants et 54 arrière-arrière-petits-enfants. C'est un vrai succès pour l'intersyndicale CSTM-CDMT qui a mené cette grève. Il n'y aura pas un seul licenciement dans l'entreprise Clean Building. Un accord a été trouvé avec la CIMAR. Les 40 salariés dont les emplois étaient menacés vont être répartis entre Clean Building et la CIMAR. Lors de la commission du projet de loi de financement de la sécurité sociale, les députés ont approuvé 2 amendements visant à lutter contre l'obésité et le surpoids. En effet, l'obésité et le surpoids représentent des facteurs de risque majeurs pour la santé, comme le diabète, les maladies cardiovasculaires ou encore les cancers. Le premier amendement concerne l'augmentation de la taxe soda qui s'applique aux boissons sucrées. Cette taxe, introduite en 2012 et réformée en 2018, était considérée comme inefficace en raison de son faible niveau. En fait, parmi les 822 boissons étudiées, elle n'a pas conduit à une réduction significative de la teneur en sucre pour 90% d'entre elles. En moyenne, la consommation de sucre a baissé de moins d'1 gramme par jour en France. À titre de comparaison, au Royaume-Uni, une taxe soda appliquée à des taux plus élevés a entraîné une réduction de 40% des boissons contenant plus de 5 grammes de sucre pour 100 ml et une diminution de la consommation de 30 grammes de sucre par ménage par semaine. L'objectif de cette augmentation de la taxe soda est donc de pousser les industriels à reformuler leurs produits pour réduire la quantité de sucre sans nécessairement augmenter les coûts pour les consommateurs. Le deuxième amendement, quant à lui, vise à mettre en place une taxe sur les sucres ajoutés dans les produits transformés. Les aliments ultra transformés, riches en sucre et en sel, ne cessent en effet de faire augmenter le risque d'obésité, de diabète et de cancer. Le concert qu'a donné le groupe Soft au Grand Carbet du parc Aimé Césaire vendredi soir a été un véritable succès, une prestation à la hauteur des attentes d'un public venu nombreux donc. Le groupe va très bientôt sortir un album qui sera l'occasion d'un autre concert. Philippe Vigier, le ministre délégué aux Outre-mer, a consacré sa journée d'hier en Guadeloupe aux problèmes économiques. Aujourd'hui, mardi 24 octobre, il est allé à la rencontre de ceux qui ont été touchés par le cyclone Tami.
Un séisme de magnitude 7,6 sur l'échelle de Richter, dont l'épicentre est situé à 35 km de profondeur au Vauclin. Tel était le scénario de l'exercice Séisme Novi 2023 organisé par la préfecture. C'était le jeudi 19 octobre dernier. La population a reçu un message à l'heure prévue, ce qui a permis à la préfecture de tester son système d'alerte SMS. Les collectivités locales devaient, elles, tester la coordination entre leurs services, parmi elles la commune du François. Au retentissement de la sirène, les agents municipaux ont donc évacué les bâtiments communaux, notamment l'hôtel de ville, les services situés en centre-ville et les services techniques. Sous un chapiteau installé sur le point de rassemblement, les membres du PCC, Plan communal de coordination, se sont réunis à la direction des services techniques, zone de Trianon. Ils ont été bientôt rejoints par le lieutenant de gendarmerie du François, c'est le directeur des opérations de secours d'Os, Julien Lucien, adjoint au maire chargé de la sécurité civile par intérim, qui commandait les opérations, aidé de la sécurité civile, de la police municipale et des services techniques. C'est aussi lui qui reçoit les premiers constats relatifs à l'état du terrain. En fin d'exercice, des réunions de bilan se sont tenues à la mairie avec le DGS et la réserve communale de sécurité civile, ainsi qu'à la direction des services techniques avec les agents d'intervention et le DOS. Le PCC a été levé à 12h35 après réception de la notification de fin d'exercice de la préfecture. Dans le cadre de la Journée internationale de la langue et de la culture créole, le maire de la ville du Lorrain, M. Justin Pamphile, vous propose une semaine de valorisation de la langue et de la culture créole. Parler, lire et écrire le créole, cette langue, dit-il, parlée par plus de 10 millions de personnes et qui nous a été léguée par nos aînés, constitue un héritage et un marqueur identitaire que nous devons impérativement préserver pour mieux le transmettre. Des élèves de 3e et de terminale du lycée professionnel agricole du Robert ont organisé une marche dans la ville dans le cadre d'Octobre Rose. Cela leur a permis de récolter 450 € qu'ils ont versés à l'association Matété. Porté par Édouard Tinogus, le projet de faire inscrire l'aïeul de la Martinique au patrimoine immatériel de l'humanité est devenu une réalité en 2020, mais il ne s'est pas arrêté là. L'aïeul de Martinique constitue un exemple remarquable de préservation des pratiques culturelles. Elle renforce en outre le dialogue au sein de la communauté des habitants. Édouard Tinogus, qui lui a consacré un livre en 2018, en est particulièrement conscient. Il y décrit en détail la confection de l'embarcation qui implique l'intervention de plusieurs catégories d'artisans. Il y explique aussi les raisons de l'existence de l'aïeul, son parcours et toute son originalité. Opiniâtre, il a tenu à ne pas en rester là. Monsieur Tinogus a voulu en effet que l'ensemble de la population martiniquaise puisse avoir accès à l'ouvrage et il a décidé de le faire traduire en braille. Ainsi, désormais, les personnes non-voyantes pourront y avoir accès à la bibliothèque Schellcher à Fort-de-France et à l'association Agir sans voir à Schellcher le mercredi notamment, journée consacrée par l'association à l'apprentissage du braille, de volonté de faire que celle de Monsieur Verpré, ancien boxeur devenu non-voyant suite à un combat et créateur de l'association Agir sans voir, et celle de Monsieur Tinogus, amoureux de la Martinique et désireux d'en partager les trésors avec le plus grand nombre. Tous deux sont mus par un désir d'ouverture et d'inclusion qui aboutit à des réalisations concrètes. C'est ainsi que les personnes malvoyantes peuvent, au sein de l'association, agir sans voir, pratiquer le kayak, l'aquagym, le vélo tandem, le sport en salle, la musique, mais aussi l'informatique et l'apprentissage du braille. Et enfin et surtout, la déambulation pour apprendre à se déplacer en toute autonomie. En Guyane, le centre hospitalier de l'Ouest guyanais fait l'acquisition d'un hôtel pour loger son personnel. Il a obtenu un prêt de l'AFD, l'Agence française de développement.
Le Bureau des affaires culturelles de l'Université des Antilles propose la projection du film « Je nous sommes vus » du réalisateur et cinéaste martiniquais Gilles Elidi-Kozac, aujourd'hui mardi 24 octobre à 18h à l'amphithéâtre Michel Louis sur le campus de Schellcher. L'entrée est libre. Cette projection de film sera suivie d'un échange avec le réalisateur et le sociologue Olivier Pulvar. L'économiste et chroniqueur Jean-Marie Nolle affirme avoir mis au point une sorte de méthode tout à fait nouvelle qui permet de mieux comprendre la personnalité et donc le comportement des peuples des Outre-mer et notamment des Guadeloupéens. Il nous semble intéressant de vous en faire part. Écoutons-le. Cette notion inédite, que nous avons appelée la neuropsychogénéalogie, sert à remonter dans l'histoire de la Guadeloupe pour expliquer nos attitudes comportementales actuelles. En effet, de tous les pays et régions de l'outre-mer français, la Guadeloupe est quasiment la seule à être toujours entrée de façon radicale en lutte ouverte contre l'injustice réelle ou supposée du pouvoir central. Nous en voulons pour preuve l'épopée de Delgrès, Ignace, Solitude et d'autres, le rôle éminent des libres de couleur de la franc-maçonnerie guadeloupéenne dans la lutte pour l'abolition de l'esclavage de 1848, les nombreuses luttes sociales des travailleurs de la canne et de la banane, l'émergence d'un groupe maoïste de lutte politique radicale dénommé le Gong, la révolte de mai 67 réprimée dans le sang, l'épisode sanglant de plusieurs groupes de lutte armée, GLA, etc., la création de syndicats radicaux, la grosse crise sociale de 2009 initiée par les Guadeloupéens et l'émergence du LKP, le vote pour les extrêmes de gauche et de droite à la dernière présidentielle française. Alors, force est-il de constater et d'entériner la thèse d'une Guadeloupe frondeuse. Explication trop simpliste à notre goût. En réalité, toutes ces facettes de notre histoire permettent de tisser des liens entre l'avant et l'aujourd'hui et ainsi mieux comprendre l'origine de notre déterminisme considéré comme radical. Trouver, dans le vécu de nos ancêtres, les sources de nos angoisses et de nos attitudes comportementales présentes reste une gageure. Alors, c'est le pari de la neuropsychogénéalogie qui devrait devenir une nouvelle approche de l'histoire oubliée des peuples. Fin de citation. À l'entreprise Orange, la grève continue. Les 30 salariés du service technique répartis sur 3 sites dénoncent le mépris dont la direction ferait preuve, selon eux, à leur encontre, en refusant notamment d'avoir avec eux une séance de travail sérieuse. Ils se plaignent surtout de maltraitance à l'intérieur de l'entreprise. La ministre en charge des très petites entreprises et du commerce, Olivia Grégoire, prévoit d'introduire de nouvelles règles dans le secteur de la restauration. La nouvelle réglementation qui entrera en vigueur d'ici 2025 obligera les établissements de restauration à indiquer clairement les plats qui ne sont pas faits maison sur leur menu. Cette initiative vise à protéger les intérêts des consommateurs, des maîtres restaurateurs et de la gastronomie française en mettant en avant la notion de fait maison. Actuellement, il existe une vraie disparité entre les restaurateurs qui utilisent des ingrédients frais et préparent leurs plats sur place et ceux qui achètent des produits transformés en gros. Une inégalité exacerbée en période d'inflation. En effet, les produits frais sont plus coûteux que les produits transformés. Cette mesure complétera le label Fait Maison, créé en 2014, qui est actuellement méconnu du grand public et qui surtout reste facultatif. L'initiative du gouvernement est largement soutenue par des associations de consommateurs, des fédérations professionnelles et des acteurs de l'industrie de la restauration. Ils estiment qu'elle permettra de passer à une obligation de transparence. Il reste encore à définir sous quelle forme cette indication sera affichée sur les menus. Le gouvernement prévoit également de renforcer les contrôles effectués par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. En cas de non-respect de ces règles, les restaurateurs s'exposeront à des sanctions prévues par le Code de la consommation. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.